Alors, chers téléspectateurs, je vais vous parler aujourd'hui d'un acteur oublié ou méconnu de la Révolution française, puisqu'il s'agit du fameux Gracchus Babeuf. On connaît bien son nom, on connaît beaucoup moins bien son histoire et la signification de l'épisode auquel il est mêlé. En effet, le 10 mai 1796, le Directoire fait arrêter un certain nombre de conjurés, plusieurs dizaines, censés menacer la sûreté de l'État. Cette conjuration, elle sera désignée ultérieurement sous le nom de conspiration des égaux. Nous verrons dans quelles circonstances. Et celui qui, au tribunal de l'histoire, apparaît comme son inspirateur principal, même si c'est un petit peu excessif, c'est justement ce fameux Gracchus Babeuf, chantre de l'égalité, qui devait devenir, selon lui, la valeur principale d'une révolution qui avait tout sacrifié à la liberté, mais avait ainsi engendré des injustices qu'il jugeait tout à fait inacceptables. Alors, qu'en est-il du personnage? Il y a tout un débat à son propos. Est-il un héritier de Robespierre, disparu 2 ans plus tôt, on le sait, avec l'affaire du 9 Thermidor, donc en juillet 94? Était-il porteur d'un projet radicalement novateur, comme l'ont soutenu certains? Quelle est la part dans son histoire de la légende qui s'est progressivement constituée ensuite à partir du 19e siècle et qui a été entretenue ultérieurement quand on a voulu faire de Babeuf l'ancêtre en quelque sorte institutionnel du communisme. Alors, nous allons aller voir de plus près ce dont il s'agit. François Babeuf, parce que son véritable prénom c'est François, il sera ensuite appelé Camille et puis enfin Gracchus. François Babeuf, c'est un jeune Picard d'origine modeste, employé d'un notaire en Picardie, à une époque où se produit ce que l'on appelle l'ariation seigneuriale, c'est-à-dire où on cherche à déterrer toutes les vieux terriers, les vieilles chartes qui permettaient de justifier pour les propriétaires, pour les seigneurs, la revendication de droits seigneuriaux supplémentaires. L'époque est difficile pour les propriétaires fonciers, la terre n'est plus la seule source de richesse, et donc s'ils veulent maintenir leurs revenus, il faut essayer d'obtenir des paysans qui travaillaient leur terre toujours davantage. Et Babeuf va se spécialiser chez ce notaire dans ce domaine. Il va s'établir ensuite à son compte comme commissaire terrier, donc, et il va faire ses affaires, il va vivre de tout cela, ce qui est un petit peu surprenant par rapport à ce que seront ses théories ultérieures. En tout cas, il profite de cette période où les droits féodaux, les droits seigneuriaux se trouvent réactivés. En même temps qu'il gagne ainsi sa vie, c'est un homme qui s'intéresse aux idées nouvelles, aux idées portées par les Lumières, c'est un lecteur de Jean-Jacques Rousseau, c'est un lecteur de Mably, il est hostile en fait à la propriété privée, comme celle que Rousseau dénonce dans son discours sur les origines de l'inégalité. Il rêve au bonheur social de ses contemporains, il entretient une correspondance avec Dubois de Fossou, qui est le secrétaire de l'Académie d'Arras, il se pique donc de réflexion intellectuelle. Il souhaite éteindre le paupérisme, en finir avec la pauvreté. Il est tout à fait dans l'esprit optimiste qui est celui des Lumières. Il imagine des reconstructions ambitieuses de la société dans lesquelles on diviserait les grandes fermes pour établir un cadastre perpétuel qui ferait que la petite propriété serait généralisée à tout le monde, garantissant ainsi la sécurité des uns et des autres. On le verra également prôner la mise en commun de l'exploitation de la terre. Donc c'est un esprit ouvert, on le voit, à toutes les utopies de l'époque. En tout cas, 1789, il va se retrouver chômeur, parce que l'abolition des privilèges, la fin du régime seigneurial, font que son métier disparaît. Alors, il va se lancer dans une petite activité journalistique locale, en publiant une feuille intitulée « Le correspondant Picard ».
dans laquelle il tient un discours assez radical, qui va avoir une petite audience locale dans la région de Roye. Il se rebaptise Camille à cette occasion, avec cette nouvelle identité de journaliste. Il tonne contre le suffrage censitaire, qui a été choisi par l'Assemblée constituante, on le sait, en 1791. Lui se veut le champion du suffrage universel. Il tonne contre les propriétaires. Il y a quelques émeutes locales à l'issue desquelles il est arrêté, et ce ne va pas atténuer son ardeur militante. Il va se retrouver administrateur de district, mais il va abuser de la position en question, commettre quelques faux et être poursuivi pour corruption. Dans ces conditions, il vaut mieux filer à Paris. Et arrivé dans la capitale, il va y être accueilli par l'hébertiste Sylvain Maréchal, un ami donc de Hébert, le rédacteur du fameux Père Duchesne. Sylvain Maréchal qui l'accueille à Paris, il accueille en fait un faussaire, contumax, qui a été condamné en Picardie en février 93. Il va être attrapé par la justice quand même, et on va l'enfermer sous la terreur, non pas parce qu'il était un citoyen ou un aristocrate, mais pour une affaire, on le voit, d'escroquerie. Il sera libéré à la veille du 9 Thermidor, à la veille de la chute de Robespierre. Et puis alors là, que faire? Eh bien, il va être utilisé par certains des thermidoriens, ceux qui avaient notamment des choses à se faire pardonner, qui s'étaient débarrassés de celui qu'ils dénonçaient maintenant comme le tyran. Il va être utilisé pour à charge contre les partisans de Robespierre. C'est lui en particulier qui va être chargé par Fouché d'établir le dossier de Carrier. Carrier, le fameux responsable des noyades de Nantes, qui s'était illustré, comme on le sait, sur les bords de la Loire. Et c'est Babeuf qui va inventer même la formule du populicide, qui est l'ancêtre du génocide. Eh bien, Babeuf va affirmer qu'il y a eu effectivement dans l'Ouest, en Vendée, à Nantes, un populicide de la population. Alors, ça peut paraître surprenant. Il est un homme poussé dans ce sens par Fouché, qui lui veut faire oublier les fusillades de Lyon et le rôle qu'il a lui-même joué dans la terreur. Alors, il va s'attacher également à Fréron, il se voit dans la peau d'un nouveau Marat, avec un journal, le Tribun du Peuple, dans lequel il continue à prendre parti contre les montagnards robespierristes, mais c'est un petit peu il est obligé d'avoir une activité qui lui rapporte quelque chose, c'est purement cynique cette affaire-là, mais il n'a pas tellement le choix de faire autrement. Puis il va se brouiller avec Fréron, qui était l'un de ses protecteurs, et il va se retourner contre les thermidoriens, contre la bourgeoisie thermidorienne, au point d'être arrêté pour provocation à la rébellion, au meurtre et à la dissolution de la représentation nationale. On le voit, il était un champion du suffrage universel, de la Constitution de l'an 1 qui n'a jamais été appliquée. Alors le résultat, il se retrouve en prison avec un certain Augustin d'Arte, qui va être l'un de ses fidèles, et puis également un personnage qui comptera beaucoup pour lui, c'est l'Italien Buonarroti, parce que c'est lui qui popularisera après 1815 ce qu'avait été la conspiration des égaux. Il est libéré après Vendémiaire. Vendémiaire, vous le savez, Bonaparte, à l'appel de la Convention thermidorienne, notamment de Barras, va briser l'émeute royaliste sur le parvis de l'église Saint-Roch. Nous sommes là donc en octobre 1795, et il libéré donc à ce moment, il va encore changer de prénom et va prendre le nom de Gracchus. Pourquoi Gracchus? Évidemment, c'est une référence parce que les gens de l'époque, même quand il s'agissait d'autodidactes, avaient quand même quelques lettres latines, et cela faisait référence bien sûr aux Gracques, Caius et Tiberius Gracchus, qui au IIe siècle avant Jésus-Christ avaient été à Rome les champions du partage des terres, de la réforme agraire, de la loi agraire. Et effectivement, Babeuf réclame ce partage des terres, réclame une répartition égalitaire des biens, ce qui justifie
justifie donc ce nouveau prénom de Gracchus. Il faut dire que le contexte peut apparaître porteur. Hein, le printemps 95 a été marqué par une forte agitation à Paris. Il y a eu les émeutes du 12 Germinal et du 1er Prairial. Au cours de celle-ci, on a même vu l'Assemblée envahie par la foule insurgée. Mais tout cela s'était mal terminé pour les insurgés. L'insurrection avait été écrasée et surtout, ce qui est nouveau, le peuple de Paris avait été désarmé. Hein, c'est la première fois depuis 1789, ce qui, de fait, condamnait tout espoir de voir de nouvelles journées révolutionnaires infléchir de manière significative le cours des événements. Et ça, Babeuf ne l'a pas véritablement compris. En attendant, il est partisan de la Constitution de l'an 1 de 1793, qui encore une fois n'a jamais été appliquée, puisque la dictature de salut public avait été instaurée à l'époque, et que cette Constitution avait été remplacée par la Constitution de l'an 3, votée par la Convention thermidorienne. Hein. Alors, il est donc partisan de la démocratie directe. Dans son tribun du peuple, il appelle justement au peuple pour qu'il continue dans la ligne définie avant Thermidor. Il va se rapprocher de fait des anciens partisans de Robespierre. On va le retrouver au club du Panthéon, qui est un des lieux où vous avez à ce moment-là, où s'exprime cette agitation néo-jacobine ou robespierriste. Hein. Il va y retrouver des gens comme Drouet, celui qui a permis l'arrestation de Louis XVI à Varennes, qui ensuite avait été livré par Dumouriez aux Autrichiens, puis échangé. Il va retrouver Félix Lepelletier, le frère de celui qui avait été assassiné au lendemain de la condamnation à mort de Louis XVI. Il va y retrouver Pierre-Antoine Dantonel, hein, qui est un noble italien qui s'était enthousiasmé pour les idées révolutionnaires. Et ce club du Panthéon, donc, c'est un foyer d'agitation qui inquiète maintenant le directoire, qui s'est mis en place quand la convention thermidorienne s'est séparée. Et le directoire va décider la fermeture du club le 28 février 1796. Et à partir de là, Babeuf passe dans la clandestinité. Hein. Il passe dans la clandestinité. Il va continuer à y répandre ses idées entre guillemets communiste, le terme est très fort, hein. Il y a quelques réflexions de Mably dans ce sens, quelques cahiers de doléances, notamment à propos de la gestion des biens communaux, avaient évoqué des réformes de ce type, mais là, Babeuf systématise en quelque sorte cette revendication de l'égalité, qu'il place désormais, cette égalité, au-dessus de la liberté, hein, qui est une liberté sans égalité, pour lui, évidemment, ce n'est qu'un leurre et cela ne peut que conduire à l'installation d'une nouvelle classe, d'une nouvelle couche dirigeante. Il ne parle pas dans ces termes-là, mais cela revient au même. Hein. Alors il espère, je l'ai dit en vain, de nouvelles journées révolutionnaires, comme celles qu'on a connues dans le passé, quand le peuple parisien descendait dans la rue, venait faire pression sur l'Assemblée et décidait en fait de l'orientation de la Révolution. Hein. Et dans la perspective de ces éventuelles journées à venir, difficiles à envisager, je le disais, puisque le peuple parisien a été désarmé, eh bien, Babeuf et ses amis vont créer un directoire secret de salut public. Hein. Alors, avec Sylvain Maréchal, on publie un manifeste des égaux, avec un slogan, l'égalité ou la mort, tout cela pour aboutir à une dictature, en quelque sorte, de l'égalité. Hein. Une dictature dans le cadre de laquelle des magistrats dûment mandatés par ce nouveau directoire seraient chargés de mettre en œuvre justement cette égalité nécessaire. On est bien loin, on le voit, du slogan liberté, égalité, propriété qui était celui des révolutionnaires de 1789. Comment faire sur le plan de la méthode? On va noyauter l'administration, l'armée, la police, on va publier des pamphlets, on va poser des affiches sur les murs. Alors en même temps, tout cela c'est bien gentil, mais c'est un peu contradictoire avec le souci de la clandestinité. Hein, bien entendu, on voit bien les limites de l'opération. Hein. Et puis on met la barre très haut. Hein.
termes de réclamation, de revendication, le logement des pauvres chez les riches, cela va de soi, la distribution gratuite de vivres. Hein. En fait, cette conjuration, c'est dans une large mesure une conjuration tout à fait idéale, largement déconnectée des réalités et des rapports de force. Les conjurés surévaluent très largement les effectifs sur lesquels ils peuvent compter, ils surévaluent la capacité de mobilisation du peuple qu'ils appellent à l'insurrection. En plus, ils ne prennent aucune précaution. Encore une fois, c'est une conjuration, ça devrait être clandestin. Aucune précaution, le directoire est parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans cette petite mouvance. Barras, l'un des hommes forts du directoire, préfère attendre et voir comment les choses se développent pour exploiter au mieux le moment venu la mise au pas de ces activistes. Lazare Carnot, lui, voudrait en finir plus rapidement. Et finalement, le 16 avril 1796, il fait voter une loi punissant de mort l'exaltation de la Constitution de 1793, la fameuse Constitution de l'an 1, et l'appel à la dissolution du directoire. Donc voilà, on a maintenant les instruments législatifs pour en finir avec ces clients-là. Et la trahison de l'un des conjurés, qui était en fait infiltré dans l'affaire, un certain Grisel, la trahison de Grisel va précipiter les choses. Le 10 mai 96, les conjurés sont arrêtés. Hein. Il y a là Robert Lindet, un ancien du comité de salut public, Drouet, j'en ai parlé tout à l'heure, Vadier, Amar, qui étaient des anciens du comité de sûreté générale. En fait, ce sont des gens qui correspondent à ce qu'avait été le jacobinisme terroriste de l'époque de Robespierre. Et les égaux, Babeuf et ses amis Sylvain Maréchal, comptent pour quantité négligeable, apparaissent comme des acteurs tout à fait secondaires. En septembre 96, un soulèvement se produit, une tentative de soulèvement se produit au camp de Grenelle. C'est une pure provocation organisée par le pouvoir pour en rajouter contre cette fameuse conjuration déjouée au printemps précédent. Alors, la Haute Cour va se réunir à Vendôme en 1797. Babeuf et Darté vont être guillotinés. Buonarroti sera déporté avec 4 autres conjurés. 58 des arrêtés sont acquittés, souvent d'anciens parlementaires montagnards, et là il y a eu certainement des liens anciens qui ont joué pour permettre que la répression vise surtout cette frange activiste qui pourtant n'était pas en situation de faire grand mal à la République thermidorienne. Hein. L'épisode, on le voit, est en fait un épisode assez secondaire dans l'histoire de la Révolution, à un moment où les réorientations essentielles avaient été prises, décidées à partir de Thermidor, avec la chute de Robespierre. Mais en 1828, Buonarroti, qui avait été rescapé de cette conjuration, va publier la conjuration de l'égalité dite de Babeuf. Et cela, ça va créer toute la postérité du personnage, cela va créer en fait le babouvisme, hein, qui va apparaître comme la doctrine sociale avancée par excellence, au moins jusqu'à la Révolution de 48. Hein. À ce moment-là, les débuts du socialisme utopique vont commencer à prendre le relais, à supplanter la figure de Babeuf, mais jusqu'en 48, eh bien, les babouvistes vont apparaître comme une sorte d'aile radicale, socialisante, qui tire en plus de l'expérience révolutionnaire et du martyre de son chef une certaine légitimité. Hein. En fait, on rêve là de société idéale, on est un peu dans ce que sera le socialisme utopique. Un point intéressant aussi, c'est l'entretien de la nostalgie d'un modèle, celui du coup de force. Un homme comme Blanqui, par exemple, sera très, très séduit par ce type de complot de conjuration. Karl Marx mentionne cette expérience sans plus, mais les bolcheviks en Russie, après 1917, vont exalter
accepté Babeuf comme le grand ancêtre par excellence. Chez nous, Albert Mathiez, robespierriste devant l'éternel, verra dans Babeuf un continuateur de Robespierre. En revanche, Georges Lefebvre et l'historien soviétique Victor Dalin verront en lui le porteur d'une pensée originale, d'un projet original. En tout cas, il apparaîtra au XIXe siècle comme un véritable épouvantail pour tous les conservateurs et pour tous ceux qui se reconnaissent dans le parti de l'ordre, terrorisés à l'idée de voir arriver au pouvoir les partageux. En fait, ce que l'on peut dire, c'est que ce Babeuf fut, parmi beaucoup d'autres, un songe creux dans une époque qui en fut particulièrement prolifique. Il est difficile de passer à la postérité avec un nom babouvisme, c'est dur quand même. Jasper Maskelyne. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Il est probable que non, parce que ce monsieur extraordinaire est bien oublié. Alors c'est un Anglais né en 1902 et c'est surtout un magicien. Un magicien au sens musical. Il vient d'une longue lignée d'illusionnistes, de magiciens et il est le meilleur en Angleterre en son temps. Et c'est son grand-père qui au 19e siècle a vraiment créé les spectacles de prestidigitation tels qu'on les connaît aujourd'hui avec les femmes en lévitation. On leur passe des anneaux pour montrer qu'il n'y a pas de corde, même invisible. Il fait disparaître tout ce qu'il veut. Il fait apparaître évidemment des lapins. Il fait apparaître, il peut faire disparaître jusqu'à un éléphant sur une scène londonienne dans les années 30. Et puis c'est la guerre, et là, comme il est très patriote, il veut s'engager, et on l'envoie tout naturellement dans une section de camouflage en Angleterre, mais ça ne lui plaît pas, c'est trop simple, on lui fait peindre des filets de camouflage ou des troncs d'arbres, aucun intérêt. Donc il va voir son supérieur, le colonel, et il dit « mais moi je suis capable de faire bien mieux que ça, je suis capable en fait de tout. Si vous voulez que je vous projette dans le ciel sur 1 kilomètre de haut une image d'Hitler sur un pot de chambre, je le fais. Et ça fera un effet très fort au-dessus de Berlin. » Alors le colonel rigole et ne le croit pas totalement. Et Jasper Maskelyne va faire à base d'une petite maquette de cuirassé allemand et de miroirs et de lumière, il va faire apparaître le cuirassé Graf Spee sur la Tamise. Alors là, quand même, les officiels sont bouche bée et disent ce type-là, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose. On l'envoie du coup en Afrique du Nord, alors un long voyage en bateau, d'ailleurs où il manque d'être assassiné sur le bateau par une boîte de bonbons empoisonnés. On saura plus tard que c'était les Allemands qui avaient essayé de s'en débarrasser. Il est déjà un peu célèbre chez les Allemands. Et il arrive au Caire, et là, il va réunir son équipe qu'on va appeler de Magic Band. Il fait une sorte de recherche des gens qui seraient bien avec lui. Et sur 73 volontaires, il va en retenir 5, dont un type qui est un soldat, mais qui a un passé un petit peu lourd de voleur. Enfin, il se dit, celui-là, je pourrais lui demander les choses illégales, il n'aura pas le doigt sur la couture du pantalon. Ça va être le géo trouve tout, le dégourdi, qui va bien l'aider. Sinon, il y a un menuisier, surnommé Nels. Il y a un dessinateur extrêmement précis. Et il y a un peintre qui connaît très bien les perspectives, les jeux d'ombre, etc. Et le dernier, c'est un sergent qui, lui, est beaucoup plus sérieux, mais surtout qui parle arabe et qui connaît admirablement le désert. Et donc, avec cette Magic Band, il se met au travail. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme première mission? Ça semble tout simple, il faut repeindre 238 chars qui sont kakis et qui, évidemment, dans le désert, se voient comme une mouche dans du lait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de peinture, du tout. Il n'y a pas de peinture sable. Et on lui dit, ben, mon vieux, débrouillez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par regarder les ressources locales. Et au Caire, il y a une décharge militaire qui est sans doute la plus grande du monde à l'époque, où il y a tout, absolument tout ce qui est mis au rebut, tout ce dont les armées ne veulent plus. Et en particulier, il y a des vieux bateaux cassés, bombardés, qui sont à sec, abandonnés comme ça. Et il va, pendant des jours et des jours, voir ce qu'il peut en tirer. Et il va trouver
c'est incroyable, je vous assure que c'est vrai, il va trouver des centaines de litres de sauce Worcestershire. Vous savez, cette sauce noirâtre qu'aiment tellement les Anglais. Et il la prend, il se dit ça va être une base épatante pour ma peinture sable. L'ennui, c'est que c'est beaucoup trop sombre. Alors, qu'est-ce qu'il met dedans? Il trouve aussi dans ce bateau de la farine, mais qui est charançonnée, qui est plus mangeable. Il trouve du ciment, ça, il le trouve ailleurs. C'est toujours trop foncé. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qui est gratuit et qu'on trouve partout dans ce coin-là? Les bouses de chameau. Donc il va faire un commando de bouses de chameau et il va avoir sa peinture pour peindre. Il faut aller quand même 45 000 litres de peinture. Hein. Eh bien, il les trouve. Alors ça, c'était une mise en bouche parce que son vrai talent, c'est de faire des illusions et de faire croire aux troupes de Rommel qu'il n'y a rien quand il y a quelque chose ou qu'il y a quelque chose quand il n'y a rien. Et on lui demande cette fois-ci de changer des chars en camions pour que les aviateurs allemands se disent « Oh ben tiens, il y a 300 camions dans le désert, c'est pas très important, on va chercher les chars ». Donc ils déguisent tous les chars avec 3 sortes de boîtes très légères on peut les installer en 5 minutes et avec 2 hommes. Une boîte qui recouvre le capot avec l'avant du camion, enfin qui se met sur le char et qui recouvre ça. Il arrive à escamoter le canon, ce qui n'est pas le plus simple. Une autre boîte pour la cabine du chauffeur, avec le chauffeur, s'il vous plaît, et une autre boîte sur le dessus qui représente un camion vu d'en haut. Et ça marche très bien. C'est facile à installer, ça tient peut-être 15 cm en tout, une fois plié, et c'est très léger. Et avec ça, il peut faire disparaître des chars. Et les Allemands vont s'y laisser prendre. Ils vont se dire, ce sont des camions, on ne bombarde pas, on cherche les chars. À l'inverse, on va lui demander parfois de faire des faux chars à base de camions. Alors pareil, il prend des vieux camions plus ou moins pourris et il les déguise en chars. Mais alors les chars, il faut qu'ils puissent faire semblant de tirer. Donc il faut des feux d'artifice dans un faux canon. Et puis il se dit, non, voyons, quand un char tire, il y a de la terre brûlée devant. Comment je vais faire ça? Alors oui, il trouve une solution. Et puis il se dit, les aviateurs allemands, ils vont voir ça d'en haut, mais ils vont se dire, il n'y a pas les marques de chenilles. Donc il fait traîner par ces camions des chaînes qui font la marque des chenilles. Il va dans le détail. Un très beau coup, c'est quand on lui demande de faire disparaître le port d'Alexandrie. Rien que ça. Eh bien, parce que le port d'Alexandrie est évidemment une cible évidente pour les aviateurs allemands. Donc, il va créer un faux port d'Alexandrie à quelques kilomètres. Il prend une baie qui a à peu près la forme de la baie d'Alexandrie. Et là, il fait une fausse ville. C'est vraiment les villages Potemkin avec des toiles peintes, avec des tas de lumière. Il fait même le phare de l'île de Pharos. Et une fois que les Allemands... Alors les Allemands, ils sont un peu méfiants parce qu'aux instruments, ils se disent « Mais c'est Alexandrie, ça ?» Oh, puis, oui, c'est Alexandrie, je la vois. Donc c'est mes instruments qui se trompent. Donc ils bombardent la fausse ville. Le lendemain, il a prévu des fausses ruines pour que les Allemands se disent « Ah ben oui, là, vraiment, Alexandrie a été bien bombardée. » Il y aura comme ça 8 nuits de bombardement et les Allemands vont se laisser prendre. On va lui demander encore plus difficile de faire disparaître le canal de Suez. Alors là, vous imaginez un peu, c'est combien? 160 km le canal de Suez, quelque chose comme ça. Il commence à se dire, voyons, si je mets de la poussière de charbon sur l'eau, on verra d'en haut que c'est une route. Puis il se dit non, les Allemands, ils sont idiots, mais quand même pas à ce point-là. Ils se disent qu'à l'endroit où tout d'un coup il y a une route qui apparaît dans le désert, ça va pas marcher. Donc il commence par dire, ça c'est peut-être un peu dur pour moi, et il va trouver la solution. Au contraire, en multipliant les projecteurs de DCA, dans une espèce de folie de lumière, lui-même fait l'essai en avion et manque s'écraser parce que les avions sont complètement déroutés par ces lumières tourbillonnantes et de fait, le canal de Suez ne sera pas bombardé parce que ça devient impossible. Alors il fait quelques petites gamineries, des citernes de pétrole qui déplacent comme ça par illusion, des wagons de chemin de fer qui tout d'un coup, il y a un coup de vent qui n'était pas prévu et on voit une locomotive qui est évidemment en balsa et en toile peinte qui s'envole jusqu'à 2 km dans les airs. Gaminerie, mais ça marche et les Allemands tombent à chaque fois dans le piège.
Alors, il va finir la guerre comme créateur de gadgets pour l'évasion. Et si vous connaissez James Bond, eh bien, le personnage Q, eh bien, ça vient de lui. Lui, il ressemblait plutôt à Mandrake, hein, c'était un bel homme, toujours très calamistré. Il va finir sa vie complètement ignoré au Kenya. Mais en tout cas, moi, je dis bravo, Jasper Maskelyne. Il y a eu très peu de choses sur lui. Il y a eu un livre écrit en Angleterre et traduit dans les années 80 en France. Vous pouvez peut-être vous le procurer. Et pensez à lui quand vous verrez James Bond et Mr. Q, bien sûr. Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérard de Senneville qui vient de publier un ouvrage intitulé « Les 4 frères d'Orléans ». Les 4 frères d'Orléans, violences et passions au temps de la guerre de 100 ans. Alors Gérard de Senneville, à l'origine, vous n'êtes pas un historien, vous êtes un haut fonctionnaire spécialisé dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. J'ai vu dans votre bibliographie les travaux que vous avez consacrés au quartier de la Défense, par exemple. Puis à un moment donné, manifestement, le virus de l'histoire est arrivé et vous vous êtes spécialisé d'abord dans un premier temps, je l'ai vu, sur le 19e siècle, avec une biographie de Maxime Ducamp, l'ami de Flaubert, une biographie de Théophile Gautier, un ouvrage sur les années 1900. Et puis, il y a une dizaine d'années, vous changez complètement de paysage, d'époque, puisque nous vous retrouvons au 15e siècle avec une biographie de Yolande d'Aragon. Dont nous avons eu le plaisir de parler ici, d'ailleurs, l'an dernier, avec Pierre Demeuse, à votre place. Et vous récidivez maintenant avec l'évocation des enfants de Louis d'Orléans qui fut assassiné en 1407, nous allons en parler dans un instant, et qui tout au long du XVe siècle vont avoir des destinées bien particulières et jouer un rôle important au cours de notre histoire. Mais auparavant, je voulais vous demander la raison de cette évolution, de ce retour en arrière par rapport à votre intérêt initial pour le 19e siècle. Comment le Moyen-Âge et surtout cette fin du Moyen-Âge, le 15e siècle, est ainsi venu à vous? C'est dû à une personne, Yolande d'Aragon, dont j'avais entendu parler depuis longtemps, puisque ma belle famille était angevine. Je me suis intéressé à elle et puis un jour j'ai vraiment voulu en connaître plus sur elle et je me suis lancé dans l'écriture d'une biographie donc de Yolande d'Aragon, la belle-mère de Charles VII. Et j'ai trouvé cette époque passionnante. C'est une époque bien perdue de vue aujourd'hui, mais extraordinaire par les événements qui se déroulent, des personnages fabuleux. Et je n'ai plus voulu la quitter. D'ailleurs, quand on explore une époque, on rencontre quantité de gens, si j'ose dire. Et donc j'avais un peu entendu parler de certains personnages comme Charles d'Orléans, le poète, ou le bâtard d'Orléans. Donc je me suis intéressé à eux et j'ai vu que c'était intéressant non pas de raconter la vie d'un seul, mais des 4 frères d'Orléans, car ils ont eu ensemble un destin extraordinaire. Alors, votre intérêt pour le XVe siècle, j'imagine, a été interpellé, comme on dit aujourd'hui, par le retour de l'anneau de Jeanne d'Arc au Puy du Fou, puisque vous évoquez les personnages exceptionnels de cette période. Non, pas vraiment. Oui, c'est peut-être intéressant. Est-ce que cet anneau est authentique? Non, je ne sais pas, mais en tout cas, le personnage de Jeanne la Pucelle est fabuleux. Oui, bien sûr. Et dans tous ceux que j'ai rencontrés au XVe siècle, c'est d'un des plus importants. Un des plus forts, oui. Le bâtard d'Orléans l'a d'ailleurs croisé quelques mois dans des événements qui ont été décisifs
pour le redressement français et l'issue de la guerre de Cent Ans. Et ce XVe siècle, c'est aussi celui, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Colette Beaune, celui de la naissance de la nation France. C'est à ce moment-là que commence à se cristalliser ce qui va devenir progressivement dans la durée une véritable conscience nationale dans le contexte de la lutte contre l'anglais, puis dans tout un environnement aussi religieux, sacré, avec le culte de certains saints, avec évidemment l'épopée de Jeanne d'Arc. C'est donc une époque véritablement tournante dans notre histoire française. Progressivement, il y a effectivement cette prise de conscience. On parlait du royaume de France, on commence à parler des Français, et dans le peuple, il y a effectivement une prise de conscience progressive qu'on n'est pas simplement Berrichon ou Champenois, mais français. Mais français. Mais est-ce que la France a jamais été aussi attaquée, aussi près de menacée. Aussi menacée qu'à cette époque-là? C'est épouvantable. Non, la France vraiment touche le fond. Ah oui. Au moment de ce qu'on a appelé le traité de Troyes en 1420, quand Charles VI, le roi fou, donne son royaume et donne la couronne de France à Henri V, le roi d'Angleterre, en faisant son héritier et sans attendre sa mort, en lui confiant la direction ou la régence du royaume de France. C'est du jamais vu, ça. Et le pauvre dauphin, le futur Charles VII, s'est retranché au sud de la Loire, courageusement va poursuivre la lutte, mais à ce moment-là, la France touche le fond. Oui, et le dauphin, et en plus, n'est pas sûr d'être bien le fils de son père, parce que la maman Isabeau de Bavière, c'était quelqu'un, ça aussi. On fait courir des bruits. On fait courir des bruits, et c'est Jeanne qui va le rassurer sur ce point. Tout à fait. Et lui redonner le sens de sa mission. Alors, l'histoire que vous nous racontez, l'histoire que vous évoquez, elle commence une nuit de 1407 avec l'assassinat de Louis d'Orléans, donc à l'angle de la rue Barbette. C'est un moment important dans l'histoire de cette période qui a été magnifiquement évoqué par Bernard Guénet il y a une vingtaine d'années. Comment se présente cette affaire-là? Louis d'Orléans, petit frère du roi. Pouvez-vous rappeler pour nos téléspectateurs le contexte? Louis, duc d'Orléans, est le frère du roi Charles VI. Il a 4 ans de moins que lui. Les deux frères s'aiment beaucoup. Et Louis d'Orléans a une grande importance politique auprès de son frère. Et à partir du moment où, malheureusement, Charles VI sombre dans la folie, avec une alternance de périodes de conscience et puis de folie, une lutte s'engage entre Louis d'Orléans, le frère du roi, et son oncle, Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne. Dans les périodes de folie du roi, c'est le duc de Bourgogne qui a la prééminence au sein du Conseil royal. Pendant les périodes de conscience de Charles, c'est plutôt Louis d'Orléans qui a directement la confiance de son frère. Mais la lutte est rude. Et elle va devenir de plus en plus rude quand Philippe le Hardi meurt, laisse la place à son fils Jean sans peur, qui est vraiment un teigneux, un homme redoutable. Et au moment où ils décident de faire la paix, alors qu'ils en sont venus à des agressions militaires, Jean sans peur a préparé l'assassinat de son rival, et une nuit de novembre 1407,
Louis d'Orléans tombe dans une embuscade, revieille du Temple, en sortant de l'hôtel Barbette, où la reine Isabeau de Bavière venait d'accoucher d'un fils mort-né. Il tombe dans une embuscade, une vingtaine de spadassins lui barrent la route, le font tomber de sa mule et le tuent à coups de hache dans le crâne. Donc c'est effectivement un événement affreux. Et Louis d'Orléans laisse 4 fils orphelins entre 5 ans et 13 ans. Et puis sa veuve, parce que je crois qu'il faut parler de la belle Valentine. Absolument. Alors, qui est un personnage intéressant aussi. Louis d'Orléans s'est marié avec Valentine Visconti, la fille de Jean Galéas Visconti, futur duc de Milan. C'est une femme merveilleuse qui séduit tout le monde quand elle arrive en France, jeune, fraîche, jolie, intelligente et amenant avec elle toutes les habitudes de raffinement d'une cour italienne. Et on peut dire que c'est Valentine Visconti qui va commencer à amener l'Italie en France. Son mariage avec Louis d'Orléans, qui s'appelait à cette époque Louis de Touraine, enfin ça c'est une bricole, a une très grande importance dans l'histoire de France, puisque dans le contrat de mariage, on spécifie que Valentine héritera de tous les territoires de son père si celui-ci meurt sans héritier légitime. Et cette clause sera à l'origine de toutes les guerres d'Italie. Voilà. Elle légitimera les revendications de Louis XII ensuite sur Milan. Absolument. Et ensuite de François Ier, donc à la mort, assassinée de son mari, Valentine Visconti, qui n'était pas à Paris mais à Château-Thierry, se rend grand équipage de deuil. Imaginez un chariot drapé de noir. Elle a le cœur brisé, elle l'aimait profondément. Elle a comme réflexe d'aller mettre à l'abri dans son château de Blois les aînés. Charles d'Orléans, dont nous allons parler, et Philippe. Elle ne garde avec elle que le 3e de ses fils, Jean, et sa belle-fille, Isabelle de France, l'épouse de Charles d'Orléans, et elle va réclamer vengeance auprès du roi Charles VI. Elle ne l'obtient pas. Car Charles VI est devenu vraiment un roi faible et on assiste à quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'au lieu de punir le duc de Bourgogne, qui revendique l'assassinat, on laisse celui-ci revenir à Paris et il se glorifie de cet assassinat. Et il y a une scène étonnante dans une grande salle de l'hôtel Saint-Paul, la résidence du roi, une séance présidée par le dauphin Louis de Guyenne, en tout le conseil royal, où un théologien, un moine cordelier, maître Petit, fait en quelque sorte l'éloge de cet assassinat. Il tient un syllogisme en disant « c'est un devoir de tuer un tyran, Louis d'Orléans était un tyran, le duc de Bourgogne a bien fait de le tuer ». C'est quand même incroyable. Donc cette plaidoirie est en quelque sorte, aux yeux de Valentine Visconti, qui est venue se réfugier à Blois, un deuxième assassinat. Bien sûr. Un assassinat moral. Et Valentine va mourir de chagrin exactement 1 an après la mort de son mari. Donc voilà 4 garçons orphelins de père et de mère. Enfin 3 parce que le 4e n'est pas de Valentine. Il faut dire, donc présentons très rapidement la famille. La famille. Donc l'aîné est Charles, qui devient duc d'Orléans.
à la mort de son père, le futur poète. Bien on connu. parlait de prisonniers des Anglais, etc. Peut-être que l'on va en parler. Le second est Philippe. Très intéressant. Oui, qui est peut-être le plus brillant des frères. Comte de vertu. Hein, c'est voilà. ça. Le troisième est Jean, qui devient comte d'Angoulême, titre que lui cède son aîné quand il devient duc d'Orléans. Et le quatrième frère est un enfant naturel, car effectivement, Louis d'Orléans, qui aimait beaucoup Valentine, avait quand même une vie très dissolue, quelques maîtresses. Il aimait toutes les jolies femmes, paraît-il, Mariette hein, d'Anguin, il a eu un enfant qui s'appelait aussi Jean, qui était le bâtard d'Orléans. Je dirais très joliment, alors qu'il avait 3-4 ans, Valentine a voulu l'élever aussi. Oui. Et elle l'aimait beaucoup. Et au moment où elle va mourir en son château de Blois, elle fait venir ses enfants. Et quand elle voit le petit bâtard, elle dit c'est celui-là qui sera le plus à même de venger son père. Ce qui n'était pas fou, finalement. Voilà. Alors, donc, Louis d'Orléans a été assassiné. Ça va entraîner des conséquences redoutables, puisque la France va plonger dans ce qu'on peut appeler une guerre civile. Hein. C'est l'affrontement entre les Armagnacs et les Bourguignons, bien oublié aujourd'hui. Mais... Alors, c'est effectivement Charles d'Orléans, qui n'a encore que 15 ans, qui déclenche cette guerre civile qui va ensanglanter la France pendant plus de 25 ans. Et dans les premières années qu'il vit en tant que duc d'Orléans, il conduit une guerre mais importante avec des armées importantes qui s'affrontent. D'un côté, il y a le duc de Bourgogne, de l'autre, Charles d'Orléans et des alliés comme le duc de Berry, par exemple, ou le duc de Bourbon. Au cours de cette guerre, à certains moments, il a le dessous. C'est le cas notamment dans un premier épisode de la guerre, quand le roi et le dauphin assiègent avec le duc de Bourgogne Bourges, capitale du duc de Berry, donc ça va très mal. Et à ce moment-là, le duc de Berry, le duc de Bourbon et Charles d'Orléans font appel à une armée anglaise dont ils demandent les services. Et le duc de Clarence, le second fils du roi d'Angleterre, débarque à Cherbourg avec une armée assez importante et marche sur la Loire. Mais à ce moment-là, on fait la paix. Et l'on conclut à Bourges puis à Auxerre une paix entre les Bourguignons et les partisans des Orléans. Donc on n'a plus besoin des Anglais, c'est même leur arrivée est catastrophique. Donc Charles d'Orléans, duc de Berry veulent les renvoyer, mais le duc de Clarence dit « j'ai payé mon armée, il faut me payer pour que je rembarque ». Et il demande 150 000 écus. Les trois ducs réunis, Orléans, Bourbon, Berry, n'ont pas cet argent. Et pour garantir cette dette, ne pouvant pas payer tout de suite, il livre des otages, dont un otage important, Jean d'Orléans, qui a 12 ans. Le petit frère. Le petit frère, avec 6 autres personnes. Et Jean d'Orléans, ainsi livré en otage, pense qu'il va rester quelques années en Angleterre, mais il y restera 32 ans. Parce qu'il est tombé aux mains d'une famille d'escrocs qui voudra en tirer le maximum d'argent possible et qui, avec une grande malhonnêteté, ne reconnaîtra pas les sommes qu'ils reçoivent, etc. Enfin, je n'entre pas dans les détails. Épouvantable destin, parce que c'est une affreuse pour ces garçons. Oui, qui est donc coupé de son pays, de sa famille, de ses frères. Enfin, voilà pour la guerre entre Armagnac et Bourguignon, qui a cette conséquence immédiate. Il faut dire qu'elle est mise à profit par les Anglais avec l'arrivée d'un nouveau roi, Henri V,
pour reprendre la guerre de 100 ans qui avait été interrompue pendant 35 ans. Les Anglais débarquent à Harfleur et puis essayent de se retirer dans d'assez mauvaises conditions vers Calais. L'armée royale les intercepte près d'un château d'Azincourt. Les Français ont bataille gagnée. Mais je ne raconte pas tous les détails. Ils en arrivent à perdre cette bataille. C'est un désastre absolu. Et au milieu des morts, on relève le duc d'Orléans sous les cadavres, dans la boue, etc., qui n'est que blessé. Et il est ainsi fait prisonnier par le roi d'Angleterre, un prisonnier qui a une grande valeur politique. Car dans l'ordre de succession au trône, on a les 3 fils de Charles VI, mais Charles d'Orléans vient immédiatement après. Et c'est ainsi que commence la captivité de Charles d'Orléans. Henri V, alors selon les mœurs de l'époque, on aimait libérer les prisonniers contre des rançons importantes. Henri V ne veut absolument pas le libérer du fait de son importance politique. Et le malheureux Charles d'Orléans va rester prisonnier pendant 25 ans en Angleterre. Il en souffrira énormément. Il le supportera très difficilement. Ces poèmes sont un cri de douleur. Mais il a... Parmi les distractions qu'il a, il y a la poésie, qui est à l'époque souvent un jeu de société, mais qui peut aussi se pratiquer seul. Et c'est là où il écrit de merveilleux poèmes, des ballades, qui sont effectivement des petits bijoux littéraires. Dans certains, il se contente de chanter l'amour de sa dame, qui est d'ailleurs en grande partie Bonne d'Armagnac, sa deuxième épouse, femme. La première est morte en couche. C'est ça. Et à travers certaines ballades, on sent également l'amertume devant la jeunesse gâchée pour venir mourir sur paille de prison. Et puis, on sent effectivement le poids de cette libération tant attendue. Quand, depuis Douvres, il regarde les côtes de France. Enfin, il y a des poèmes magnifiques, mais on sent effectivement la douleur du prisonnier qui supporte très mal sa captivité. Et du côté du duc de Bourgogne, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça devient vraiment l'ennemi. Ça va mal se terminer aussi pour lui. Un événement, parce qu'une embuscade lui est aussi tendue sur le pont de Montereau. Et là, les frères d'Orléans ne trempent pas directement dans cette vengeance, mais c'est Tanguy du Châtel, ancien chambellan de Louis d'Orléans, qui parvient à tirer le duc de Bourgogne sur le pont de Montereau pour une entrevue avec le dauphin. Et là, il va le tuer à coups de hache. Et Jean sans peur va mourir exactement comme Louis d'Orléans, la tête tranchée à coups de hache et la main coupée. Ouais. Il l'avait bien cherché. Ce qui est intéressant à voir... Pardon. Et alors, Charles d'Orléans, lui, pendant ce temps-là, il est donc incarcéré en Angleterre, il est prisonnier, il va y rester 25 ans, donc 1440, il va être libéré à ce moment-là. Là, il va rentrer en France, bien sûr, et quel va être son rôle à partir de ce moment ? Alors peut-être qu'avant de répondre à cette question, il faut parler du bâtard d'Orléans. Car effectivement, nous avons donc 2 frères prisonniers en Angleterre, Charles et Jean, et Philippe, qui était l'espoir de la famille, qui meurt d'une épidémie. Oui, à 24 ans, je crois. Pour défendre en France les intérêts de la maison d'Orléans, porter ses espoirs, il ne reste que le plus jeune des frères, l'enfant naturel, le bâtard d'Orléans.
Et celui-ci va se comporter magnifiquement. D'abord sur le plan militaire, c'est vraiment un des principaux et des meilleurs capitaines de Charles VII. Sur le plan diplomatique, il joue aussi un rôle important, et il joue un rôle important dans la libération de ses frères. Donc c'est vraiment lui. Oui, c'est celui qu'on appelle Dunois. Alors, voilà. pour le remercier de ses services, alors qu'une ultime tentative de libération vient d'échouer, Charles d'Orléans et son frère, le bâtard, se rencontrent quand même à Calais, un an avant la libération définitive. Et là, pour le remercier, Charles d'Orléans le fait comte de Dunois en lui donnant le comté de Dunois. Et désormais, c'est le nom qu'il portera. Et certains historiens, d'ailleurs, font des anachronismes en parlant de Dunois au moment du siège d'Orléans, alors qu'il n'est encore que le bâtard d'Orléans. Et Dunois est vraiment remarquable, et j'en viens à la réponse à votre question, car quand il revient en France, Charles d'Orléans, qui n'a pas un grand sens politique, commet des erreurs, veut jouer un rôle, est prêt à essayer de rassembler les grands féodaux contre le roi, et c'est son frère Dunois qui va lui sauver la mise, en étant à la fois fidèle à son frère Charles, mais aussi fidèle au roi. Charles VII. Et il va amener Charles d'Orléans à se rendre compte qu'il se trompe tout à fait, et amener le roi à donner d'ailleurs beaucoup d'argent à Charles d'Orléans, les réconcilier. Donc c'est assez remarquable de la part de Dunois. Et alors que Charles d'Orléans, il y a une phrase très jolie qui le dépeint très bien, écrite par Jean Tardieu, qui, pour dépeindre Charles d'Orléans, disait « Il est un des premiers à avoir su, maladroit dans ses actes, savant en poésie, utiliser les mots de la langue française à des fins de magie. » Donc maladroit dans ses actes, savant en poésie, ça dépeint parfaitement Charles d'Orléans, qui a commis pas mal d'erreurs politiques, mais qui, après avoir essayé de brève tentative pour retrouver son comté d'Asti et conquérir Milan, sur lequel il a des droits, finalement, il se retire dans son château de Blois, et là, au milieu d'une cour de poètes, il va vivre des moments très agréables, et la cour de Blois devient vraiment le centre de la vie poétique du royaume de France. Charles d'Orléans, il y a des amis, des familiers, car il choisit pour occuper certains offices des gens de bonne compagnie, qui sont aussi non seulement des partenaires d'échecs, mais aussi des poètes, et puis viennent à Blois de grands poètes, qui sont souvent d'ailleurs des grands seigneurs, comme le comte de Clermont, le vainqueur de Formigny, le duc de Calabre, mais il y a aussi François Villon est venu à Blois participer à certains jeux poétiques. Et à ce moment-là, Charles d'Orléans écrit des rondeaux, qui sont des pièces plus brèves que les ballades, mais où il arrive peut-être au sommet de son art poétique, et ce sont vraiment ces rondeaux sont des petits bijoux. Oui. Et là, il est déjà quand même âgé et il ne participe pas aux dernières batailles de la guerre de Cent Ans. Non, les dernières batailles de la guerre des Cent Ans sont conduites par Dunois, et c'est Dunois qui achève de libérer la France des Anglais en reprenant le Maine, en conquérant la Normandie et ensuite la Guyenne. C'est lui qui entre en vainqueur à Bordeaux. Alors, ce qui scelle la victoire française à l'issue de ce qu'on appellera la guerre de Cent Ans. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette branche cadette de la maison de Valois, les Orléans, qui ont connu toutes ces péripéties au XVe siècle, vont devenir une famille régnante,
car le fils de Charles d'Orléans, qu'il a eu à la fin de sa vie, Louis d'Orléans, devient le roi Louis XII. Oui. Et le petit-fils de Jean d'Angoulême, de Jean d'Orléans, prisonnier des Anglais, sera François Ier. Et 6 rois issus de la famille d'Orléans vont régner sur la France pendant près d'un siècle. Jusqu'à Henri IV. Oui. Bien, merci Gérard de Senneville. Je rappelle le titre de votre livre, Les 4 frères d'Orléans, et son sous-titre, Violences et passions au temps de la guerre de Cent Ans. C'est publié aux éditions de Fallois. Et c'est écrit, je peux le dire, avec une fluidité, une clarté parfaite, parce que c'est quand même une période très complexe, très troublée. Et grâce à vous, on lit ça comme un roman avec passion. Merci messieurs, beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.